Je vais prendre la parole, sachant que c'est un exercice auquel je ne suis pas très habitué s'agissant de le faire devant autant de monde. Et je vais me rappeler ce que me disait un prof de français. Il suffit de prendre la parole pour s'exposer à dire une ânerie. Et il m'a fallu des années pour comprendre qu'il voulait nous signifier par là que mieux vaut passer pour un ignorant mais ne pas le rester plutôt que de le cacher et de continuer à l'être. Aujourd'hui, ça devient, plutôt que de maîtriser un sujet, il faut arriver à se poser les bonnes questions. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir participer à ça, mais c'est un peu l'intention que j'ai. J'espère que nous arrivons à un stade de compréhension du phénomène qui nous concerne, à savoir qu'il y a une idéologie puissante que j'ai portée. Alors, je vous renvoie à mon CV en ligne, hein. Vous tapez David Valla et djihad, vous saurez à peu près quel est mon parcours. À une époque, j'ai porté, soutenu, j'ai été l'arme au poing, la défendre, cette idéologie, et j'en suis revenu avec mes années de détention que j'ai mises à disposition d'une lecture intensive. Et mes critères de lecture du monde ont changé à ce moment-là. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que si mon parcours m'a appris quelque chose, c'est qu'on ne gagne une bataille que lorsque l'on maîtrise 3 points, à savoir le renseignement, le choix du terrain et l'effet de surprise. Ça peut paraître un peu belliqueux comme structuration de la pensée, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que nous avons en face de nous une idéologie wahhabite portée par les Saoudiens et les Qataris, pas les États en tant que tels, mais par tous les imams et tous les penseurs de cette région. Il ne s'agit pas d'une animosité de l'islam nous concernant, mais réellement d'une lecture du monde et de cette religion qui est portée par le wahhabisme, par le salafisme et par le mouvement des frères musulmans. Tous sont d'accord sur les objectifs, la seule différence c'est sur les moyens d'y parvenir. Alors les frères musulmans jouent la clé de la légalité, du respect des institutions, voire même ils vont jusqu'à pousser le bouchon à évoquer la liberté d'expression pour mieux nous en priver lorsqu'ils auront le pouvoir. Parce que c'est ça le but, hein, finalement. Et les djihadistes, eux, sont plutôt sur le mode de la subversion et de l'action armée violente pour l'accès au pouvoir. C'est plutôt dans cette deuxième catégorie que je me situais à l'époque. Mais pour revenir un peu à la stratégie qu'il va falloir que nous mettions en place, s'agissant du renseignement, nous savons qui est notre adversaire, à savoir le wahhabisme saoudien, qui jouit de biens colossaux, à qui nous faisons révérence et courbettes, à qui nous offrons des médailles et des récompenses, qui sont d'un cynisme et d'une hypocrisie, moi qui me sidère, les bras m'en sont tombés la semaine dernière, hein, tout le monde sait à quoi je fais allusion. Il y a un moment, nous ne pourrons résoudre ce problème que lorsque nous aurons procédé à l'élaboration de l'énoncé de celui-ci correctement. Et je crois qu'il est temps que nous le fassions. Et pour pouvoir le faire, il faut désigner notre adversaire clairement. Donc je le fais ce soir. Notre adversaire, c'est le wahhabisme et le mouvement des frères musulmans. Les deux ont le même objectif. Quand on applaudit, c'est qu'on n'a pas de calepin et pas de stylo à la main. Ça me gêne un peu. C'est un peu péremptoire de dire ça, mais réellement, il faut comprendre ce dont je parle. Je n'ai que quelques minutes pour essayer de faire passer mon message. Alors, nous savons qui est notre adversaire. Le pari qu'il fait, c'est le relativisme de la pensée. C'est-à-dire qu'il veut nous entraîner sur son terrain, celui de la radicalité, et il faut absolument résister à ça. C'est-à-dire que le terrain que nous maîtrisons est celui de la liberté d'expression, est celui des droits de l'homme, est celui de la démocratie, tout perfectible qu'il soit, tout améliorable qu'il soit, est le seul qu'il vaille que l'on se batte pour. Il faut bien comprendre ça. Le relativisme de la pensée est le pari que fait notre ennemi. C'est pour ça qu'il nous traite de ventre mou de l'Occident. C'est pas tellement que nous ayons un ventre mou, plutôt que nous ayons des doutes s'agissant de nos valeurs. Il serait temps que nous nous réaccaparions celles-ci, réellement, notamment s'agissant de la laïcité, ce qui est le seul moyen pour nous tous, quelles que soient nos convictions ou pas d'ailleurs, de vivre ensemble. Si nous commençons à avoir une société qui se fracture sur une grille de lecture confessionnelle, nos adversaires auront gagné. Il faut vraiment être vigilant. Alors, la réponse, c'est l'effet de surprise
consiste à être... Alors je vais passer pour un Savonarole de la République, mais peu m'importe. À la limite, à un moment, il faut être déterminé dans ses convictions. Pas dans l'action. Il ne s'agit pas d'être jusqu'au boutiste et radical dans l'action. En revanche, il faut être animé d'une conviction, mais quand je dis inébranlable, c'est même pas approprié. Il faut être convaincu, et je le suis aujourd'hui pour avoir récusé cette idéologie, que la nôtre sera vainqueur, que la nôtre est la seule qui permette à tout individu de vivre dans un collectif qui ne le juge pas sur base de son genre, de son origine sociale ou raciale ou religieuse. C'est vraiment le seul pari que l'humanité puisse tenir, de sorte qu'elle arrivera à proposer un système de vie collectif acceptable par le plus grand nombre. Nous devons être persuadés que notre idéologie est bien fondée. Alors, il y a un champ d'action sur lequel il va falloir mettre le paquet réellement, à savoir l'école. Ce n'est pas un hasard si les révolutionnaires de 1793, qui n'en ont pas les moyens, créent l'école laïque et républicaine, alors que c'est un joyeux bazar, c'est un gros bordel, ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ils le font parce qu'ils savent que c'est là que se situe la clé pour pouvoir former des citoyens capables de réfléchir par eux-mêmes. Il s'agit à l'époque de priver l'Église du privilège qui est le sien de former les enfants. Et nous n'arrivons à séparer l'Église et l'État en 1905 que parce que l'école a été obligatoire en 1870 avec une fonction républicaine, laïque et démocrate. C'est ainsi que nous avons pu former des citoyens capables de comprendre que le religieux doit s'occuper de spiritualité et en aucun cas, je dis bien en aucun cas, intervenir sur le champ politique ou social. Alors, ça paraît un peu radical ce que je dis, mais il y a une vraie stratégie qui est mise en place depuis plus de 3 décennies dans ce pays. Alors, je vais faire un petit déroulé qui me fera passer pour parano, mais peu m'importe. L'une des premières décisions que prennent les révolutionnaires en 1789 est de ne plus procéder à ce racisme post-mortem s'agissant d'enterrer tous les non-catholiques hors de la cité. On enterrait les juifs, les comédiens, les protestants, les frappés d'index, tous ceux qui n'étaient pas dans le canon ou dans le dogme de l'Église étaient enterrés et subissaient un racisme après la mort. Dans les années 80, nous avons vu les premières revendications de ces pseudo-représentants de la communauté ou pseudo-communauté musulmane exiger des carrés musulmans. Ça n'a aucune justification religieuse. Dans aucun texte, ça n'est justifié. En revanche, dans l'idéologie djihadiste, lorsqu'un martyr meurt quelque part, on doit l'enterrer où il meurt. Parce que ce faisant, vous prenez une très 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 sérieuse option territoriale. C'est du foncier mortuaire, mais c'est comme ça que ça marche. La deuxième étape a été de décrédibiliser l'école, non pas tant sur le fond, parce qu'elle propose un accès au savoir et que ceux qui connaissent cette religion entendent bien que celui-ci n'est pas péché. Accéder à la science n'est pas une dialectique qui a fourni des bûchers à cette histoire. Donc, il s'agissait de décrédibiliser l'école, non pas tant sur le fond que sur la forme. Et nous avons eu le dossier de ces jeunes élèves à Creil en 89, avec une démission de l'État qui a délégué auprès des directeurs d'établissements concernés la gestion du problème, alors qu'il aurait fallu que ce soit une réponse venant d'en haut, ferme, claire et définitive, s'agissant de ne pas accepter ce prosélytisme religieux. Aujourd'hui, nous sommes en 2016, nous avons la génération des enfants qui est arrivé après, et qui aujourd'hui récuse l'école dans sa globalité, aussi bien dans le fond que sur la forme. Et rien n'est plus plaisant pour un prélat que d'avoir quelqu'un qui n'a pas les moyens d'une autocritique et d'une lecture du monde, et qui se soit fâché avec l'école. C'est la brebis galeuse par excellence. C'est celle que le loup va croquer en premier. Ensuite, la troisième étape, qui n'est pas anodine dans ce pays, puisque nous savons la place que tient la cuisine dans notre culture, il s'est agi de nous inventer ce postulat de la viande halal. Alors, je vous invite à trouver un bottin et de vous appeler ce soir même l'imam de Constantine ou de Marrakech ou de Batna ou de Barika ou que sais-je. Vous lui posez la question suivante, à savoir, est-ce qu'en France, en dehors du porc, toutes les viandes me sont permises? Et tous vous diront que oui. Tous les imams qui connaissent vous diront que oui. On en a fait une question en France d'auto-stigmatisation. On a aujourd'hui un résultat qui est terrible, parce que les musulmans qui s'attachent à manger cette viande-là
prétendu LL, mais qui n'est juste... C'est un gros business, hein, ça pèse très lourd cette histoire. Ils ne mangent plus avec leurs voisins, ils ne mangent plus avec leurs collègues, ils ne mangent plus avec leurs camarades. Ils sont séparés à la cantine, à l'école. C'est-à-dire qu'il y a une ségrégation de fait qui se fait dans notre société. Et rien n'est perçu comme plus insultant pour un Français que de se voir décliner une invitation à manger pour la raison suivante: tu ne mérites pas que je passe du temps avec toi et ta nourriture est impropre à la consommation, elle est impure. Ça a des effets en termes de scission dans notre société qui sont phénoménaux. Et aujourd'hui encore, on le voit bien, tous les partis populistes s'emparent de cette question parce que ça fait l'unanimité. On ne peut pas accepter ce racisme autour de l'assiette. Ça n'est pas concevable. Et on ne peut pas non plus se poster en une communauté qui ne partage pas ses repas avec l'ensemble de la communauté nationale et se placer en victime dans la foulée, ça n'est pas possible. Et une des dernières étapes de cette stratégie, car il s'agit vraiment de ça, à cause du mariage pour tous, nous avons vu des alliances bizarres de rasés et de barbus dans les rues, tous unis contre le PD. Moi j'étais ahuri de voir ça. Et aujourd'hui, dans les cités, dans nos quartiers, on dit à nos jeunes que d'aller voter, c'est péché, parce que quand on va voter pour un État tel que l'État français, ou pour un système tel que le nôtre, on cautionne finalement le mariage gay, parce qu'il est présenté ainsi. Et c'est vraiment important de comprendre que un jeune qui se fait exploser à 20 ans ne le fait pas pour des raisons uniquement sociales, ne le fait pas pour des raisons uniquement psychologiques, ne le fait pas pour des raisons uniquement politiques. Il le fait également parce que derrière, il y a une idéologie, mais dont vous n'imaginez pas le vice et le cynisme, que je connais par cœur, dans le détail. C'est une horloge dont je pourrais démonter chaque rouage et le remonter sans me décaler d'une minute. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien réaliser que ce discours, s'agissant de nous dire que c'est un soubresaut social qui nous arrive, ou qu'il s'agit d'une islamisation de la radicalité, on nous prend pour plus bêtes que nous sommes avec ce type d'argumentaire. J'assiste en 94, la prière du vendredi, notre imam, formé par Al-Qaïda, les wahhabites saoudiens, lors de son prêche du vendredi, descend en flammes La Rochefoucauld, Voltaire, Montesquieu. Alors moi j'ai failli éclater de rire parce qu'il nomme ces gens-là avec un accent à couper au couteau. Ça donne Montesquieu, Farter, bon. Mais je comprends bien en réalité que ils ne nous prennent pas pour adversaires pour ce que nous faisons, même si ce que nous faisons peut attiser cette haine et donner de l'eau au moulin s'agissant de cette idéologie, mais ils nous combattent réellement pour ce que nous sommes, pour ce que nous représentons. Il y a un critère de niveau de civilisation d'une société à la façon dont elle a de traiter les femmes, les juifs et les homosexuels. Nous savons... Nous savons le sort réservé à une femme lesbienne de confession juive en terre d'islam. Son espérance de... Enfin, pas en terre d'islam, je voudrais rectifier le tir, parce qu'il s'agit de ne pas mettre tous les musulmans dans le même sac. C'est vraiment cette idéologie wahhabite saoudienne qui tient ce discours-là ultra rigoriste, ultra passéiste, dont le modèle de société est un Moyen-Âge qui nous tient en horreur. C'est l'anti-modèle pour nous, et eux le préconisent. Alors, il faut bien comprendre un truc. Les salafistes, quiétistes ou pas, peu importe, on se moque de nous quand on veut faire ce genre de distinction. Les wahhabites, les frères musulmans sont tous les mêmes sur le même objectif. Ils diffèrent uniquement sur les moyens d'y parvenir. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, il va falloir que nous nous mettions en mode Stalingrad mental. C'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher. Ni au niveau de l'idéologie, ni au niveau de la culture, ni au niveau du langage, ni au niveau de la posture, ni au niveau de l'engagement. Au moindre discours bizarre, il faut rétorquer. Au moindre propos décalé ou intégriste, il faut riposter. C'est-à-dire qu'à un moment, la nature a horreur du vide, et plus nous laisserons le champ libre à ce discours, et plus celui-ci se répandra. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est forcément très clair. Hein. Encore une fois, j'ai pas vraiment l'habitude. Alors, la proposition que je fais moi,
c'est d'essayer de revenir à l'état d'esprit des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, nous étions dans une société qui s'était débarrassée du fait religieux. Et nous avons oublié que les rédacteurs de cette déclaration étaient, eux, empreints de religiosité, ou vivaient dans une société qui, elle, l'était. Et s'ils ont pris les décisions qu'ils ont prises, notamment s'agissant de l'école, c'est que nous pouvons penser aujourd'hui que cet exemple est à suivre. Lorsque nous avons Molière qui a une commande politique s'agissant de réduire le pouvoir de l'Église, par Louis XIV, il écrit Tartuffe. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Molière a tout écrit sur ces gens-là. Ils n'ont pas changé. Donc, il s'agirait, nous, d'être à la hauteur de notre idéal. Réellement, si nous ne le sommes pas, si nous n'avons pas la conviction, mais chevillée au corps, à l'âme, à l'esprit, à la réflexion, à l'action, nous allons leur laisser un terrain libre qu'il ne faut pas qu'ils nous prennent. Hors de question. Réellement, hein, il ne s'agit pas d'être dans l'adversité ou d'être belliqueux ou de chercher des poux dans la tête à qui n'a pas de cheveux. Mais à un moment, il faut vraiment être sûr que nous avons raison et que notre projet de société est bien fondé. Et je sais de quoi je parle pour avoir... ce débat sur la déchéance de nationalité m'a catastrophé parce que en 92, je m'étais autodéchu de ma nationalité. C'était parfaitement inefficace en termes de contre-propagande. En revanche, lorsque l'on a tenu ce discours, Daesh a pu dire à nos enfants, vous voyez, vous ne serez jamais comme eux. Rejoignez-nous, puisqu'on fait fi de votre nationalité. Mais aujourd'hui, je me suis réaccaparé ma citoyenneté. Il ne s'agit pas d'une citoyenneté par défaut ou par dépit, mais par enthousiasme et par adhésion, par conviction et j'espère par un quotidien qui est à la hauteur de celle-ci. Et j'aimerais inviter mes concitoyens à bien se rappeler quel était l'état d'esprit des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La ville de Paris est à feu et à sang, des armées se lèvent dans toute l'Europe pour nous combattre et restituer le roi, une guerre civile fait rage depuis la Vendée jusqu'aux abords de la Loire, et ces gens-là ne cèdent ni à la peur, ni à l'injonction du retour à la sécurité coûte que coûte, et ils ont une vision de la liberté qui vaut encore aujourd'hui, puisque fait partie de notre Constitution de 1958. C'est-à-dire que nous ne réagirons correctement que lorsque nous aurons fait l'énoncé clair du problème qui nous concerne, et nous en sommes encore à ce stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends certains experts se prononcer sur la question, ils se tairaient que ça nous ferait des vacances et qu'on ne serait pas fâchés. Parce que ça maintient une confusion. C'est-à-dire que nous en sommes au stade de bien rédiger l'énoncé du problème. Une fois que celui-ci sera bien rédigé, nous trouverons la solution, obligatoirement. Et quelle que soit celle-ci, elle sera prise en connaissance de cause. Alors je ne viens pas dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça, mais en revanche, la chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut que l'école de nouveau remplisse cette fonction qui était la sienne lorsqu'elle a été conçue en 1793, à savoir donner à comprendre le monde à nos enfants sans que le monde ne vienne perturber leur scolarité. C'est-à-dire que le monde, la religion, la politique, la stratégie, les drames, les guerres, tout ça doit rester à l'extérieur. Et surtout les religieux, surtout la religion. Elle n'a rien à faire dans l'école laïque. Les religieux doivent s'occuper de l'aspect religieux des choses, de la spiritualité. Sortis de là, il ne faut pas qu'il n'ait, mais ne serait-ce que l'occasion de faire uf dans le débat public ou uf dans le débat politique. Rien, il ne faut rien lâcher. Ils s'occupent de leur synagogue, de leurs églises, de leurs mosquées, et les moutons seront bien gardés. Après... il suffit de comprendre, à mon sens, l'état d'esprit, parce que j'essaie de m'atteler au fond plus qu'à la forme et à l'esprit plus qu'à la lettre. Je pense que je prête cet aspect positif d'une lecture de la laïcité à ces rédacteurs, qui consiste à dire finalement que, oui, Dieu a raison, ici-bas et dans l'au-delà, mais en aucun cas ceux qui entendent parler en son nom, en aucun cas. Alors que Dieu, chacun est libre d'y croire ou pas, chacun est libre d'y adhérer ou pas, mais en aucun cas, ceux qui en sont convaincus ne doivent chercher à convaincre les autres, et encore moins sur le champ politique, encore moins sur le champ social, et encore moins dans l'action. Donc, une des solutions, si j'étais le maire d'une commune où on me demande des horaires séparés pour les piscines, réellement, fin de non-recevoir direct, je rentre même pas dans le dialogue.
Quand je vois qu'on délègue au directeur d'établissement la gestion d'un prosélytisme autour d'un bout de tissu, je me dis qu'il est temps que l'État reprenne la main sur le dossier et ait un positionnement clair. Il ne s'agit pas de penser que la laïcité est une religion anti-religion. La laïcité est le seul moyen que nous avons pour que nous tous, citoyens, croyants ou pas, hommes ou femmes, intelligents ou cons, riches ou pauvres, blancs ou noirs, puissions vivre ensemble sur un pied d'égalité. Alors, tout perfectible que soit cet idéal, il faut quand même s'y accrocher parce qu'il inscrit au moins dans la loi l'égalité de droit. Je suis désolée. Oui, je peux couper. Alors, je voulais juste un peu dédramatiser. C'est quand même un pays magnifique où nous habitons parce qu'on appelle un ancien djihadiste à faire sursauter une salle de spectacle. J'espère que ça aurait été le cas. Donc, on m'a demandé d'annoncer une table ronde sur l'engagement civique. Voilà. Merci.